Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle lecture, nouveau livre, l'Abhidhamma dans la vie quotidienne de Nina von Gorkom. Nous avions commencé le 4e de couverture et le préface. Commençons donc sans plus attendre le premier chapitre sur les 24 que va comporter ce livre. Bonne écoute. Les 4 Paramattha Dhamma, les 4 phénomènes ultimes. Il existe 2 sortes de réalités. Les phénomènes psychiques, les namas, et les phénomènes matériels, les rupas. Les phénomènes psychiques sont capables de connaître un objet. Les phénomènes matériels ne connaissent absolument rien. Ce que nous prenons pour moi n'est en réalité qu'un composé de phénomènes psychiques et de phénomènes matériels qui apparaissent puis disparaissent à chaque instant. Le Visuddhimagga, ou le chemin de la purification, un commentaire du canon Pali l'explique ainsi, chapitre 18, page 25. De même que lorsque les pièces sont assemblées, on parle d'une charrette. De même, lorsque les groupes d'attachement, les khandhas, sont présents, on parle d'un être dans le langage commun. Ainsi, ce dont il est question dans ces centaines de discours, de suttas, n'est rien d'autre que la combinaison de phénomènes matériels et de phénomènes psychiques. On ne peut pas parler d'être ou d'individu. On peut parler d'une charrette, pour désigner un assemblage de composants, tels que roue, moyeu, timon, caisse. Mais au sens le plus profond, ultime, quand chaque composant est examiné séparément, on ne trouve nulle part de quelconque charrette. De même pour une personne, on peut parler d'un être pour désigner l'assemblage des composants que sont les 5 groupes d'attachement, les 5 khandhas. Mais si l'on observe chacun de ces groupes d'attachement, on ne trouve nulle part de base solide pour confirmer l'existence d'un moi. Au sens de la réalité intrinsèque, absolue, il y a seulement des phénomènes matériels et des phénomènes psychiques. Cette vision des choses est appelée la vue juste. Tous les phénomènes à l'intérieur comme à l'extérieur de nous-mêmes ne sont que phénomènes psychiques et phénomènes matériels, qui apparaissent et disparaissent à chaque moment. Ils sont fugaces. Les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels sont des phénomènes ultimes, des Paramattha Dhamma. Nous pouvons connaître leurs caractéristiques par expérience, quel que soit le nom que nous leur donnons. Nous ne sommes pas obligés de parler de phénomènes psychiques ni de phénomènes matériels. Ceux qui ont progressé dans la vision pénétrante peuvent les découvrir tels qu'ils sont réellement, fugaces et dénués de moi, d'existence propre. Voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, tous ces phénomènes psychiques sont fugaces. Nous avons l'habitude de penser qu'il y a un moi qui accomplit ces différentes fonctions, comme voir, entendre ou penser. Mais alors, où est donc ce moi? Est-il l'un de ces phénomènes psychiques? Plus nous connaissons par expérience les caractéristiques des différents phénomènes psychiques et des différents phénomènes matériels, et plus nous réalisons que le moi n'est qu'un concept. Ce n'est pas un phénomène ultime, un Paramattha Dhamma. Les namas sont les phénomènes psychiques. Les rupas sont les phénomènes matériels. Les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels sont des réalités totalement différentes. Si nous ne parvenons ni à les distinguer les uns des autres, ni à découvrir leurs caractéristiques, alors nous continuerons de les considérer comme étant moi. Par exemple, entendre est un phénomène psychique. Il n'a ni forme, ni apparence. Il n'a pas d'oreille.
Entendre est une chose différente du sens de l'organe auditif. Mais pour entendre, ce dernier est une condition nécessaire. Un phénomène psychique qui entend connaît le son. Le sens, l'organe auditif et le son sont des phénomènes matériels et ne connaissent rien. C'est en cela qu'ils sont différents du phénomène psychique qui entend. Si nous ne réalisons pas qu'une conscience auditive, le sens, l'organe auditif et un son constituent des réalités distinctes, nous continuerons de croire que c'est moi qui entends. Le Visuddhimagga 18, page 34, l'explique. En outre, un phénomène psychique n'a pas la capacité d'agir seul. Il ne mange pas, ne boit pas, ne parle pas et ne change pas de posture. Un phénomène matériel n'a pas non plus la capacité d'agir seul, car il ne désire ni manger, ni boire, ni parler, ni changer de posture. Un phénomène psychique agit avec l'aide d'un phénomène matériel, et inversement. Un phénomène matériel agit avec l'aide d'un phénomène psychique. Quand un phénomène psychique désire manger, boire, parler ou changer de posture, un phénomène matériel mange, boit, parle ou change de posture. Un peu plus loin, nous lisons, chapitre 18, page 36, « De même que les hommes dépendent d'un navire pour traverser la mer, de même un corps psychique dépend d'un corps physique. Comme un navire qui dépend des hommes, un corps physique dépend d'un corps psychique. En interdépendance, navire et homme vont sur la mer. De même, psychisme et matérialité dépendent l'un de l'autre. Il existe deux sortes de phénomènes psychiques conditionnés, les consciences, les citta, et les fonctions psychiques, les cetasica. Ces dernières apparaissent en même temps que les consciences. Ces phénomènes psychiques apparaissent quand les conditions sont réunies pour ensuite disparaître. Une conscience est ce qui connaît un objet. Chaque conscience possède son propre objet. Connaître un objet ne signifie pas forcément penser à cet objet. Une conscience qui voit à ce qui est visible comme objet, cet instant de conscience, est distincte de toute conscience qui apparaît par la suite, comme les consciences qui connaissent l'objet qui vient d'être vu et qui y pense. Une conscience qui entend, une conscience auditive, a un son pour objet. Même quand nous dormons, et même en l'absence de rêve, il y a toujours une conscience qui connaît un objet. Il ne peut exister de conscience sans objet. Il existe un grand nombre de consciences différentes que l'on peut classer de plusieurs façons. Certaines consciences sont dites habiles, karmiquement bénéfiques, kusala. D'autres sont dites malhabiles, karmiquement néfastes, akusala. Les consciences bénéfiques, comme les consciences néfastes, sont des instants de conscience qui sont des causes. Elles peuvent être la cause d'actes bénéfiques ou d'actes néfastes par le corps, par la parole ou par la pensée. Certaines consciences sont des résultats karmiques d'actes soit bénéfiques, soit néfastes. On les nomme en pali vipaka-citta. D'autres consciences ne sont au contraire ni cause ni résultat karmique. On les nomme kiriya-citta, parfois traduit par conscience inopérante. Petit 1. Dans le chapitre 3 et les suivants, j'expliquerai plus en détail les notions akusala, kusala, vipaka et kiriya. Les consciences, les citta, peuvent être classées en fonction de leur naissance
ou nature, de leur jati. Il existe 4 sortes de naissance ou nature. Bénéfique, kusala, néfaste, akusala, résultat karmique, vipaka, ni cause ni résultat, kiriya. Tout résultat d'acte intentionnel bénéfique et tout résultat d'acte intentionnel néfaste n'ont en fait tous deux qu'une seule nature, la nature de résultat d'acte intentionnel, le vipaka jati. Il est important de savoir de quelle nature, de quel jati relève une conscience. Nous ne pouvons pas améliorer ce qui est bénéfique dans notre vie si nous prenons ce qui est néfaste pour bénéfique, ou confondons une conscience néfaste avec un résultat karmique. Par exemple, lorsque nous entendons des mots déplaisants à notre encontre, l'instant de conscience où nous connaissons le son, une conscience auditive, est le résultat d'un acte intentionnel néfaste que nous avons accompli dans le passé. Mais la colère, qui remplace immédiatement cette conscience, sera non pas un résultat karmique, mais un facteur psychique accompagnant une conscience néfaste. Il nous est possible d'apprendre à faire la distinction entre ces consciences en découvrant ce qui les différencie les unes des autres. Les consciences sont parfois classifiées en fonction des plans, des bhumis. Il existe en effet plusieurs plans de conscience. Le plan des consciences sensorielles est celui des consciences qui connaissent des contacts sensoriels, celui dans lequel opèrent les différents sens, vue, ouïe, odorat, goût et toucher. En fonction des objets plaisants et déplaisants connus par ces différents sens, des consciences bénéfiques et des consciences néfastes se produisent. Il existe d'autres plans de conscience qui ne connaissent pas de contact sensoriel. Ceux qui progressent dans la pratique de la concentration de tranquillité, de samatha, et des absorptions, des jhanas, réalisent les consciences d'absorption, les jhanasiddhas. Les consciences d'absorption sont d'un autre plan de conscience, car elles ne connaissent pas de contact sensoriel. Une conscience de compréhension profonde supramondaine, un lokutara citta, est le plan de conscience le plus élevé, puisque c'est une conscience qui connaît directement le nibbana. Il existe encore bien d'autres façons de classifier les consciences. Et si l'on inclut leurs différentes intensités, cela fait encore plus de variantes. Par exemple, les consciences néfastes, les akusala citta, qui ont leurs racines dans l'avidité, lobha, dans la colère, dosa, ou dans l'ignorance, moha, peuvent se produire avec plus ou moins d'intensité de nuisance, d'akusala, et, en fonction de celle-ci, être la cause ou non d'action. Il en est de même pour les consciences bénéfiques. Il est utile de connaître ces différentes classifications de façon à découvrir les divers aspects des consciences. Il y a au total 89 sortes de consciences, ou 121, suivant la classification retenue. Petit 2. Les consciences sont classées en 121 sortes lorsque l'on prend en compte les consciences de compréhension profonde supramondaine, les lokutara citta, de ceux qui ont cultivé la concentration de tranquillité, le samatha, et l'intuition pénétrante, le vipassana, et qui ont réalisé l'éveil avec des consciences d'absorption supramondaine, des lokutara jhanasiddha, qui ont pour base ou fondement les facteurs d'absorption de jhana, des différents états d'absorption. Cela sera expliqué dans le chapitre 23. Il y a au total 89 sortes de conscience ou 121 suivant la classification retenue.
Si nous développons notre connaissance des caractéristiques des consciences, et si nous sommes attentifs à ces moments de conscience lorsqu'ils se produisent, alors nous aurons moins tendance à les prendre pour moi. Les facteurs psychiques, les cétasikas, constituent le deuxième type de phénomène ultime, le deuxième paramata dhamma. Classé comme phénomène psychique, comme nama, comme nous l'avons vu précédemment, toute conscience, tout citta connaît un objet. Une conscience visuelle a ce qui est visible pour objet. Une conscience auditive a un son pour objet. Une conscience qui pense a une pensée pour objet. Mais une conscience n'est jamais seule, car des facteurs psychiques, des cétasikas, accompagnent chaque instant de conscience. Nous pouvons penser à quelque chose à un moment donné en ayant en nous soit de la colère, soit un ressenti agréable, soit une compréhension profonde, un ressenti agréable ou une compréhension profonde sont des phénomènes psychiques qui ne sont pas des consciences, mais des facteurs psychiques qui accompagnent les différentes consciences. Il ne peut exister qu'une seule conscience à la fois, mais plusieurs facteurs psychiques accompagnent chaque conscience, apparaissant et disparaissant en même temps que celle-ci. Une conscience n'apparaît jamais seule. Par exemple, un ressenti, un vedana, est un facteur psychique qui apparaît avec chaque conscience. Une conscience ne fait que purement et simplement connaître un objet. Une conscience ne peut pas ressentir. Mais un ressenti a la fonction de ressentir. Un ressenti peut être agréable ou désagréable. Même quand nous ne ressentons ni plaisir ni douleur, il y a toujours un ressenti. Ce ressenti est alors neutre, ou ni agréable ni désagréable. Un ressenti est toujours présent. Il n'y a pas un instant de conscience, de citta, sans ressenti. Par exemple, quand une conscience visuelle se produit, un ressenti se produit avec cette conscience. Une conscience visuelle ne fait que détecter la présence d'un objet visuel. On ne peut pas encore parler de ressenti agréable ou désagréable à cette étape du processus. Le ressenti qui accompagne ce moment de conscience n'est ni agréable ni désagréable. Une fois la conscience visuelle disparue, d'autres consciences apparaissent, certaines pouvant ne pas aimer l'objet vu. Dans ce cas, le ressenti qui accompagne ce dernier type de conscience est désagréable. La fonction d'une conscience est de connaître un objet. Une conscience est le chef de la cognition. Les facteurs psychiques, les cétasikas, partagent le même objet que la conscience qui l'accompagne, mais leurs fonctions et leurs caractéristiques leur sont propres. Certains facteurs psychiques apparaissent systématiquement avec chaque conscience, et d'autres ne le font qu'occasionnellement. Petit 3. Il y a 7 facteurs psychiques, 7 cétasikas, qui apparaissent systématiquement avec chaque conscience, chaque citta. Nous venons de voir qu'un ressenti, un vedana, est un facteur psychique, un cétasika, qui apparaît avec chaque conscience, chaque citta. Un contact, phassa, est un autre facteur psychique qui accompagne également chaque instant de conscience. Un phassa est l'entrée en contact avec l'objet pour qu'une conscience puisse connaître celui-ci. Une perception-reconnaissance, un sana, est aussi un facteur psychique qui apparaît avec chaque conscience. Dans le Visuddhimagga, chapitre 14, page 130, nous lisons qu'une perception-reconnaissance a pour fonction de reconnaître. Sa fonction est de faire une marque comme condition pour reconnaître
à nouveau que c'est identique, comme le font les charpentiers, etc., avec du bois. Une conscience se borne à connaître purement et simplement un objet, mais ne le marque pas. Une perception-reconnaissance, elle, marque l'objet afin que celui-ci puisse être reconnu plus tard. Chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose, c'est une perception-reconnaissance, un sana, et non moi qui intervient. C'est une perception-reconnaissance, par exemple, qui se rappelle que cette couleur est rouge, que ceci est une maison, ou que ce son est celui d'un oiseau. Il existe également des facteurs psychiques qui n'apparaissent pas avec chaque conscience. Les facteurs psychiques néfastes, les acusala cetasika, apparaissent seulement avec une conscience néfaste, un acusala cita. Les facteurs psychiques élevés, les sobhana cetasika, apparaissent seulement avec une conscience élevée, un sobhana cita. L'avidité, lobha, la colère, dosa, et l'ignorance, moha, sont des facteurs psychiques néfastes qui n'apparaissent qu'avec une conscience néfaste. Par exemple, quand nous voyons quelque chose de beau, des consciences accompagnées d'avidité pour ce que nous avons vu peuvent apparaître. C'est qu'à cet instant, le facteur psychique de l'avidité se manifeste avec cette conscience. Le facteur psychique de l'avidité a pour fonction de convoiter. Il y a encore d'autres facteurs psychiques qui se manifestent avec les consciences néfastes, comme la vanité, mana, les croyances erronées, diti, la jalousie, issa. Les facteurs psychiques élevés qui accompagnent les consciences élevées sont par exemple la générosité désintéressée, alobha, la bienveillance sans réserve, adosa, la compréhension profonde, amoha ou pana. Quand nous sommes généreux, la générosité désintéressée et la bienveillance sans réserve se manifestent en même temps que des consciences bénéfiques. La compréhension profonde peut également se manifester avec des consciences bénéfiques ainsi que d'autres facteurs psychiques élevés. Les souillures psychiques, tout comme les qualités bénéfiques, sont des facteurs psychiques. Elles ne sont pas moi. On compte 52 facteurs psychiques différents. Les consciences, les citas et les facteurs psychiques, les cetasika, sont des phénomènes psychiques, des namas, mais présentent des caractéristiques distinctes. On peut légitimement se demander comment les facteurs psychiques peuvent être observés. Quand nous notons un changement de conscience, nous pouvons observer une caractéristique de facteur psychique. Par exemple, quand des consciences néfastes, accompagnées d'avarice, apparaissent après que des consciences bénéfiques, accompagnées de générosité, ont disparu, alors nous pouvons observer ce changement. L'avarice et la générosité sont des facteurs psychiques qui peuvent être observés et qui possèdent des caractéristiques distinctes. Nous pouvons observer de la même façon le passage d'une avidité à une colère, ou celui d'un ressenti agréable à un ressenti désagréable. Un ressenti est un facteur psychique que nous observons car il est parfois prédominant. Et nous pouvons aussi savoir par expérience qu'il existe différentes sortes de ressentis. Par exemple, un ressenti désagréable est différent d'un ressenti agréable, qui, lui-même, diffère d'un ressenti neutre. Tous ces facteurs psychiques apparaissent avec une conscience pour disparaître immédiatement avec cette conscience. Progresser dans la découverte des caractéristiques des consciences et de celles des facteurs psychiques nous aidera à voir de plus en plus clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Étant donné que les consciences et les facteurs psychiques apparaissent les uns avec les autres,
il est difficile de connaître leurs caractéristiques respectives. Le Bouddha en était capable parce que sa compréhension profonde, Panna, était immense. Nous lisons dans les Questions du roi Milinda, livre 3, chapitre 7, 87, que le moine Nagasena dit au roi Milinda: « Le bienheureux a fait une chose difficile. » « Laquelle ? » La chose difficile qui a été faite par le bienheureux est d'avoir classifié tous ces différents états psychiques qui dépendent de chaque organe des sens, les contacts, les ressentis, les perceptions reconnaissances, les 50 facteurs psychiques, les consciences. Donnez-moi une comparaison. Si un homme sautait d'une barque dans la mer, prenait de l'eau dans sa main et y goûtait, pourrait-il reconnaître l'eau du Gange, celle de la Yamuna, de la Sivarati, de la Sarabu, de la Mahi? C'est impossible. Le bienheureux a fait une chose bien plus difficile en identifiant séparément ces différents états psychiques qui dépendent de chaque organe des sens. Les consciences, les citta, et les facteurs psychiques, les cetasika, sont des phénomènes ultimes, des paramata dhamma, ayant leur singularité, leurs caractéristiques spécifiques. Ces caractéristiques peuvent être connues par expérience, peu importe le nom que nous leur donnons. Les phénomènes ultimes, les paramata dhamma, ne sont ni des mots, ni des concepts, ce sont des réalités. Les ressentis agréables et les ressentis désagréables sont réels. Leurs caractéristiques peuvent être connues par expérience sans que nous ayons besoin de les nommer ressentis agréables ou ressentis désagréables. Une colère est réelle et peut être connue par expérience lorsqu'elle apparaît. En plus des phénomènes psychiques, il existe les phénomènes matériels. Les phénomènes matériels, les rupas, représentent la troisième sorte de phénomène ultime. Là encore, il existe plusieurs sortes de phénomènes matériels. Petit 6, il existe en tout 28 classes de phénomènes matériels, de rupas. Il existe donc plusieurs sortes de phénomènes matériels, chacune ayant ses caractéristiques spécifiques. On compte 4 phénomènes matériels de base, encore appelés éléments primordiaux, Maha Bhuta Rupa. Ce sont l'élément terre, ou la solidité, connaissable par la dureté ou l'élasticité. L'élément eau, ou la cohésion. L'élément feu, ou la température, connaissable par le chaud ou le froid. L'élément vent, ou le mouvement, connaissable par la vibration ou le mouvement. Ces éléments primordiaux sont les phénomènes matériels, les rupas basiques qui se manifestent avec tous les autres éléments que constituent les phénomènes matériels dérivés, les upada rupas. Les phénomènes matériels ne se manifestent jamais seuls, mais en groupe ou ensemble. Il y a au moins 8 sortes de phénomènes matériels qui se manifestent obligatoirement les uns avec les autres. Par exemple, chaque fois qu'un phénomène matériel de température se manifeste, la solidité, la cohésion, le mouvement et d'autres éléments matériels se manifestent également. Quant aux phénomènes matériels dérivés, ce sont par exemple les organes du sens visuel, du sens auditif, du sens olfactif, du sens gustatif et du sens somatosensoriel ou corporel. Et les objets de ces organes, le domaine visuel, le son, les odeurs, les saveurs. Les différentes caractéristiques des phénomènes matériels, des rupas, peuvent être connues par les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le système somatosensoriel et le psychisme. Ces caractéristiques
sont réelles puisqu'elles peuvent être connues par expérience. Nous utilisons des termes conventionnels relatifs comme corps ou table. Un corps et une table ont tous deux la caractéristique de la dureté, qui peut être connue directement par le toucher. De cette façon, nous pouvons constater que la caractéristique de la dureté est la même, peu importe qu'il s'agisse d'une table ou d'un corps. La dureté est un phénomène ultime, un paramata dhamma. Corps et table, quant à eux, ne sont pas des phénomènes ultimes, mais de simples concepts. Nous croyons que le corps demeure permanent et le prenons pour moi. Mais ce que nous appelons un corps n'est rien d'autre que différents phénomènes matériels qui apparaissent et disparaissent. Ce terme de corps peut nous éloigner des réalités. Nous connaîtrons les réalités si nous apprenons à connaître par expérience les caractéristiques des phénomènes matériels quand ils se manifestent. Conscience, citta, facteur psychique, cétasica et phénomènes matériels, rupa, n'apparaissent que lorsque les conditions sont réunies. Ce sont des phénomènes conditionnés, des Shankara Dhamma. Petit 7. Les Shankara Dhamma sont des phénomènes conditionnés qui apparaissent en fonction les uns des autres. Le terme pali Sankata est également utilisé. Sankata signifie ce qui a été assemblé, formé par une combinaison de facteurs. Un Sankata Dhamma est ce qui est apparu à cause de conditions. Conscience, citta, facteur psychique, cétasica et phénomènes matériels, rupa, n'apparaissent que lorsque les conditions sont réunies. Ce sont des phénomènes conditionnés. Une conscience visuelle ne peut apparaître en l'absence de système visuel ou d'objets visuels. Un système visuel et des objets visuels sont des conditions nécessaires. Un son ne peut apparaître que si les conditions nécessaires sont réunies. Et une fois apparu, il disparaît. Tout ce qui apparaît en dépendance de conditions disparaît une fois que les conditions elles-mêmes ont disparu. On peut pourtant objecter qu'un son possède une durée. Mais en réalité, ce que nous prenons pour un son long, qui dure, n'est qu'une suite de phénomènes matériels se remplaçant les uns les autres. Le quatrième phénomène ultime, le quatrième paramata dhamma, est le nibbana. Le nibbana est un phénomène ultime, un paramata dhamma, parce qu'il est réel. Le nibbana peut être connu par la porte du psychisme, si l'on suit le noble chemin, c'est-à-dire si l'on progresse dans la compréhension profonde, pana, qui voit les choses telles qu'elles sont. Le nibbana est un phénomène psychique, un nama. Mais le nibbana est différent des consciences et des facteurs psychiques, qui sont aussi des phénomènes ultimes. Mais ces dernières apparaissent lorsque les conditions sont réunies pour ensuite disparaître. A contrario, le nibbana est une réalité non conditionnée. C'est pourquoi le nibbana n'apparaît pas ni ne disparaît. Les consciences et les facteurs psychiques sont des phénomènes qui connaissent des objets. Le nibbana est un phénomène psychique qui ne connaît aucun objet. Mais le nibbana lui-même est l'objet des consciences et des facteurs psychiques qui le connaissent. Le nibbana n'a rien d'une personne, d'une existence, ou d'une essence propre, ou d'un moi. Pour résumer, les phénomènes ultimes, les paramata dhamma, sont répartis en 4 classes. Les consciences, les cittas, les facteurs psychiques, les cétasikas, les phénomènes matériels, les rupas, le nibbana. Quand nous étudions le Dhamma, il est essentiel de savoir à quelle classe de phénomène ultime appartient tel ou tel phénomène actuel. Car si nous ne le savons pas, nous pouvons être induits en erreur par les termes des conventions culturelles. Nous devons par exemple savoir que ce que nous appelons un corps n'est en fait qu'un assemblage de différents phénomènes matériels
qui sont des phénomènes ultimes, des rupa paramata dhamma, et que le corps ne comporte ni conscience, ni facteur psychique. Nous devons aussi savoir que le nibbana n'est ni une conscience, ni un facteur psychique, mais que c'est le quatrième phénomène ultime, le quatrième paramata dhamma. Le nibbana est la cessation de tous les phénomènes conditionnés, qui, eux, apparaissent et disparaissent. Pour l'arahat, le parfait, après la mort, il n'y a plus de naissance, plus aucun phénomène psychique, ni aucun phénomène matériel qui apparaît et disparaît. Tous les phénomènes conditionnés, à savoir les consciences, les facteurs psychiques et les phénomènes matériels, sont fugaces. Anicca. Tous les phénomènes conditionnés sont souffrance, insatisfaction, dukkha, car fugaces. Tous les phénomènes, les dhammas, sont dénués d'un moi, d'une existence ou d'une essence propre, anatta, comme l'énonce la formule en pali, Sabbe Dhamma Anatta. Dhammapada, verset 279. Ainsi, les phénomènes conditionnés, à la différence du nibbana, sont fugaces, anicca, et souffrance, dukkha. Mais tous les phénomènes, c'est-à-dire les 4 phénomènes ultimes, les 4 paramata dhamma, y compris le nibbana, sont dénués de moi, d'existence propre, anatta. Comme je vous l'avais dit, à la fin de chaque chapitre, il y a des questions qui sont posées. Question 1. Quelle est la différence entre un phénomène psychique, un nama, et un phénomène matériel, un rupa? Question 2. Quelle est la différence entre une conscience, un citta, et un facteur psychique, un cetasika? Question 3. Les facteurs psychiques connaissent-ils un objet? Question 4. Est-ce que plus d'un facteur psychique apparaît avec une conscience? Question 5. Le nibbana peut-il connaître un objet? Et question 6. Le nibbana est-il un moi, une existence ou une essence propre? Voilà pour la fin de ce premier chapitre. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.